L'épisode tourne autour de Jerry Burton, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a du mal à s'adapter à la vie civile. Il a été grièvement blessé dans un accident de moto et est alité depuis plusieurs mois. Pour la dernière phase de sa convalescence, lui et sa sœur Johanna quittent Londres pour le paisible village de Linstock. Malheureusement, ils arrivent juste au moment où la communauté locale est secouée par un événement tragique. Un résident très respecté, le colonel Appleton, s'est donné la mort. Quelques jours auparavant, il avait reçu une lettre anonyme l'accusant d'avoir trompé sa défunte épouse. Le colonel, profondément pieux, aimait sa femme plus que tout. Face aux rumeurs, il a pensé qu'il valait mieux mettre fin à ses jours. Les deux frères et sœurs s'installent dans une ferme appartenant à Miss Emily, qui laisse même sa gouvernante, une femme d'âge moyen nommée Partridge, à leur service. Au départ, tout semble calme et simple dans le village. Les gens sont accueillants et plusieurs les invitent chez eux. Leur première visite est chez Mrs. Macrop, l'épouse du pasteur du village. Une amie proche de Mrs. Macrop, Miss Jane Marple, est également présente, et tous prennent le thé ensemble. Peu après, Macrop leur parle des lettres anonymes qui circulent dans le village. Elle évoque les rumeurs qui ont causé la mort du colonel Appleton. Macrop semble croire à ces rumeurs, tandis que son amie Jane est plus sceptique. Ensuite, les deux visiteurs se rendent chez MRP, un vieux célibataire excentrique passionné de ragots, au comportement très efféminé. Il a des opinions tranchantes sur tout le monde dans le village. Mais lorsqu'on lui parle des lettres, il devient visiblement mal à l'aise et refuse de commenter la mort du colonel, ce qui rend Jerry méfiant. Plus tard, en rentrant, les deux rencontrent Mona Symington et sa fille de 20 ans, Helen. Il s'avère qu'Helen est naturellement maladroite et a peu d'amis. Elle a aussi deux demi-frères issus du second mariage de sa mère. Cette situation familiale compliquée la fait se sentir indésirable chez elle. À moins que les demi-frères aient accès à Internet, auquel cas elle pourrait se sentir un peu trop désirée. Quelques heures plus tard, Jerry se rend dans un cabinet d'avocats et rencontre le beau-père d'Hélène, Mr. Richard Symington, un notaire qui semble peu affecté par l'affaire des lettres. Jerry remarque aussi ses deux fils, gardés par leur nounou Elsie, une jeune femme ravissante qui attire son attention. Ce soir-là, les deux visiteurs se rendent à la clinique locale tenue par le Dr Owen, un homme nerveux qui bégaie. Il examine Jerry et lui suggère d'essayer de marcher sans canne. De manière surprenante, Johanna semble très intéressée par le docteur. Plus tard dans la semaine, les Symington organisent un dîner pour accueillir les nouveaux venus. Tout le village est présent, et les ragots vont bon train. Une rumeur prétend que le colonel Appleton aurait eu un enfant avec une jeune fille mentalement déficiente. Incapable de supporter la honte, il aurait mis fin à ses jours. Jane, présente au dîner, ne croit toujours pas à ces rumeurs. Elle est très observatrice et pense que les choses sont moins simples qu'elles en ont l'air. Le lendemain matin, 3 nouvelles lettres arrivent chez les Symington. Elsie les pose sur la table avant d'emmener les deux garçons au parc. Quelques heures plus tard, il rentre à la maison, suivi par Richard, qui monte directement dans la chambre conjugale. Là, il découvre avec horreur le corps sans vie de sa femme Mona. La nouvelle se répand rapidement dans le village, comme une traînée de poudre dans une botte de foin, c'est pas une expression, mais je l'aime bien. Un détective arrive sur les lieux et commence à fouiller la chambre. Il trouve plusieurs flacons de médicaments sur la table de nuit et emporte un verre pour l'analyser. Il découvre aussi une feuille de papier partiellement brûlée dans la cheminée, une autre lettre anonyme, accusant Mona d'infidélité. Plus tard, Jerry se rend chez les Symington. L'ambiance est lugubre, mais Hélène semble la plus affectée. Son père biologique l'a abandonnée lorsqu'elle était enfant, et maintenant sa mère est morte. Face à sa détresse, Jerry lui propose de venir vivre quelque temps avec lui et Johanna à la ferme. Hélène, désespérée de quitter la maison, accepte aussitôt. Pendant ce temps, le conseil du village se réunit au sujet de la mort de Mona. Le détective informe le juge de district de ses découvertes. Le mari était au travail, les enfants au parc avec la nounou, Waldo était introuvable, et la domestique en congé. Mona avait reçu une lettre cet après-midi-là, profondément bouleversée par son contenu, elle aurait avalé du cyanure. Ensuite, le docteur Owen est également appelé à témoigner au sujet des dossiers médicaux de Mona. Il confirme les conclusions de l'enquêteur et déclare que Mona souffrait effectivement de névrose.
Le juge de district écarte donc toute possibilité de meurtre et conclut qu'il s'agit d'un suicide. Au fil des jours, Helen commence à se sentir bien en vivant avec les Burton. Elle développe un lien particulier avec Jerry, avec qui elle discute souvent de leur vie. Un soir, il parle de la carrière d'Helen dans le jardin de la ferme. Après un long moment, elle lui demande d'aller chercher de l'eau. Jerry accepte, mais en entrant dans la maison, il voit le docteur Owen rôder près de l'étagère, un livre de contes russes à la main. Il semble surpris par l'arrivée soudaine de Jerry, mais explique rapidement qu'il venait chercher Joanna pour dîner. Le lendemain matin, Amy, la sœur veuve du docteur Owen, rend visite à la ferme. Elle discute avec Jerry de la mort récente dans le village. Contre toute attente, elle semble croire que la lettre reçue par Mona disait la vérité et défend même son mari avec insistance. Dès son départ, Jerry reçoit une lettre anonyme adressée à sa sœur. Elle l'accuse d'avoir eu un enfant hors mariage et leur ordonne de retourner à Londres. Inquiet, Jerry apporte immédiatement la lettre au détective en charge de l'affaire. Ce dernier l'analyse et découvre qu'aucune empreinte n'est présente. Cependant, il a trouvé un indice intéressant, toutes les enveloppes des lettres anonymes contiennent un T et un A mal alignés. T&ISS, murmure-t-il pour lui-même. Cela signifie qu'elles ont été tapées sur une machine à écrire Wilson, seule de ce type dans le village. Elle avait été offerte par la famille Symington au centre communautaire des femmes. Le détective en conclut que l'auteur des lettres est une femme d'âge moyen qui fréquente régulièrement le centre. L'après-midi suivant, Jerry se promène dans le jardin lorsqu'il est interrompu par Partridge, la gouvernante. Elle souhaite prendre un jour de congé après avoir reçu un appel d'Agnès, la domestique des Symington. Agnès semblait bouleversée et voulait voir Partridge au plus vite. Jerry accepte et lui accorde son jour de repos. Cependant, le soir, Partridge revient comme si de rien n'était. Jerry lui demande comment s'est passé le rendez-vous, mais elle révèle qu'Agnès ne s'est jamais présentée. C'est alors que Jerry reçoit un appel choquant. Le corps d'Agnès a été retrouvé dans le placard sous l'escalier chez les Symington. Le lendemain matin, Jerry, Jane et le détective discutent de ce nouveau mystère. On apprend qu'Agnès était sortie voir son petit ami le jour de la mort de Mona Symington, mais qu'elle était revenue rapidement après une dispute. Elle a probablement vu la personne qui avait glissé la lettre qui a conduit Mona au suicide. Voilà pourquoi l'auteur des lettres l'a tuée, pour garder le secret. Plus tard dans la semaine, les funérailles de Mona ont lieu à l'église du village. Jerry s'assoit devant Amy, la sœur du docteur Owen, qui commence à dire des choses méchantes sur elle-ci. Selon elle, la nounou veut séduire Richard Symington et l'épouser. Elle n'est pas la seule à croire à ces rumeurs. Durant la cérémonie d'enterrement, une dispute éclate entre Elsie et Richard, ce dernier semblant l'accuser de la mort de sa femme. Après les funérailles, Jerry retourne à la ferme et retrouve sa sœur. Il apprend que Joanna voit régulièrement le docteur Owen. Celui-ci lui a même offert un cadeau assez bizarre, une photo d'une rate hypertrophiée. Il s'est souvenu que j'ai un faible pour ça, plaisante-t-elle. Jerry veut ranger la photo dans un livre et tombe sur celui des contes russes, le même que le docteur tenait entre ses mains quelques semaines plus tôt. Il remarque alors que plusieurs pages ont été arrachées et que la police du texte correspond à celle utilisée dans les lettres anonymes. Cette découverte le met en alerte, il commence à soupçonner sérieusement le docteur Owen. Au fil des jours, Jerry s'implique de plus en plus dans l'enquête. Un soir, en rentrant, il trouve un mot de sa sœur sur le bureau. Elle est sortie faire des courses, mais attend un appel du docteur Owen. Elle demande à Jerry de répondre à sa place. Mais la situation l'inquiète, il ne fait pas confiance au docteur. Cela le stresse au point qu'il se remet à boire, après des mois de sobriété. Quelques jours plus tard, plusieurs villageois se réunissent chez MRP pour une cérémonie officielle. Tout semble se dérouler normalement jusqu'au moment où la propriétaire de la ferme, Mademoiselle Emily, prend la parole pour faire une annonce. Elle semble très émue et évoque les récents meurtres dans leur communauté. C'est sur son étagère que le livre aux pages arrachées a été trouvé, donc naturellement, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Emily serait l'auteur de toutes ces lettres malveillantes. La vieille dame éclate en sanglots devant tout le monde et nie farouchement ses accusations. Comme si cela ne suffisait pas, MRP révèle qu'il avait lui aussi reçu une lettre il y a quelques semaines. Ce n'était pas une lettre anonyme, mais une note sincère laissée par le colonel Appleton avant sa mort.
Selon cette lettre, Appleton était un homosexuel refoulé et avait un amant vivant hors du village. Il encourageait MRP à accepter sa sexualité afin de ne pas finir comme lui, plein de regrets et seul. Cette révélation choque les villageois présents, et plusieurs d'entre eux sont même dégoûtés. Personne ne sait plus ce qui est vrai ou faux, et tout semble flou, surtout pour MRP qui ignorait jusqu'ici qu'il était gay. Pendant ce temps, au centre des femmes du village, le détective a tendu un piège pour attraper l'auteur des lettres. Il avait découvert plus tôt que les adresses sur les enveloppes étaient tapées à l'aide d'une machine à écrire Wilson, la seule du village, placée dans la bibliothèque du centre. Il s'y cache donc discrètement, espérant que le coupable viendra l'utiliser. Son pari paie. Tard dans la nuit, quelqu'un vient effectivement taper une lettre. La scène change brusquement et on retrouve Jerry au cabinet du docteur Owen pour un examen de routine. La sœur du docteur, Amy, est également présente et tous commencent à discuter. Soudain, plusieurs policiers menés par le détective font irruption dans le cabinet. Il s'avère que, la nuit dernière à 1h30, le détective a surpris Amy en train d'utiliser la machine à écrire. Elle tapait une adresse destinée à Elsie. Suite à cette révélation, tout le monde semble croire qu'Amy est la véritable coupable. On apprend qu'elle a toujours eu des sentiments pour Richard Symington. Cela expliquerait pourquoi elle a voulu évincer sa femme en l'accusant d'adultère, puis éliminer la jeune nounou, la seule autre femme proche de Richard. Bien que tout semble accuser Amy, Miss Jane Marple n'est pas convaincue. Elle est même certaine qu'Amy n'est pas responsable des lettres ni des meurtres. La vieille dame retrouve alors Hélène et Jerry pour mettre au point un plan élaboré afin de piéger le véritable coupable. Ce soir-là, Hélène se rend auprès de son beau-père Richard et lui fait une révélation choc. Elle le fait chanter en sous-entendant qu'elle possède des preuves montrant qu'il a trafiqué les médicaments de sa mère. Richard ne l'admet pas ouvertement, mais il lui signe un chèque pour acheter son silence. Hélène accepte et retourne dans sa chambre. Quelques heures plus tard, Richard met des somnifères dans un verre d'eau et le laisse sur la table de chevet d'Hélène. La jeune fille, ignorant tout du piège, boit l'eau et tombe rapidement inconsciente. Richard la transporte alors au rez-de-chaussée et place sa tête dans le four à gaz. Il est convaincu de pouvoir s'en sortir, mais il ignore que tout cela était un piège tendu par Jane Marple pour le prendre en flagrant délit. Quelques secondes plus tard, Jerry, le détective et la police locale font irruption dans la maison des Symington. Ils arrêtent Richard pour tentative de meurtre sur sa belle-fille et pour suspicion du meurtre de sa femme ainsi que de la domestique. Après une enquête réussie, de nouveaux éléments font surface. Richard était amoureux de la jeune nounou Elsie. Il voulait se débarrasser de sa femme, c'est pourquoi il a mis en place tout ce plan autour des lettres anonymes. En tant qu'avocat, il connaissait certains secrets des habitants à travers leur dossier juridique. Richard a utilisé ces informations pour rédiger les lettres plusieurs mois à l'avance, à l'aide de sa machine à écrire Wilson, qu'il a ensuite, généreusement, donnée au centre des femmes afin de brouiller les pistes.